Bonjour à tous, Math plus 1 présente les séries en mathématiques, troisième épisode, Bernoulli et les séries numériques réelles. L'objectif de cette vidéo est d'aborder les travaux de Jacques Bernoulli, un mathématicien du XVIIe siècle, sur les séries numériques réelles, ainsi que des sujets connexes dont le nombre E et les nombres de Bernoulli. Le niveau de difficulté va de facile à assez facile, il correspond à peu près à un niveau lycée et Bac plus 1. L'épisode se veut accessible à un large public. La chaîne YouTube Math plus 1 propose des vidéos situées entre la vulgarisation scientifique et le cours magistral. Nous avons déjà rencontré Jacques Bernoulli dans le premier épisode. Il est issu de l'incroyable famille Bernoulli, une famille qui donne naissance à une dizaine de scientifiques et de mathématiciens. Bernoulli démontra que la série des inverses des entiers consécutifs est une série divergente, un résultat qu'il a publié en 1684. Toutefois, Bernoulli ignorait que Nicolas d'Oresme avait démontré le même résultat 3 siècles plus tôt. Dans un article publié en 1689, Jacques Bernoulli démontra la convergence de la série des inverses des carrés des entiers consécutifs. Pour cela, il montra que la série est inférieure ou égale à 2, sans toutefois arriver à donner exactement sa valeur. Il est le premier à avoir démontré ce résultat. D'autres mathématiciens, à l'instar de Pierre Mengoli, avaient déjà conjecturé la convergence de cette série, mais Mengoli ne l'avait pas démontré. Le grand Leibniz lui-même avait également conjecturé la convergence de la série des inverses des carrés consécutifs, mais il ne l'avait pas non plus démontré. Est-ce que Bernoulli a écrit d'autres travaux sur les séries? Oui, et en voici un autre. Première partie, la somme des inverses des racines carrées. 1 plus 1 sur racine de 2, plus 1 sur racine de 3, plus 1 sur racine de 4, etc. Est-ce qu'il s'agit d'une série convergente ou bien d'une série divergente? Autrement dit, cette somme infinie donne-t-elle un résultat fini ou bien un résultat infini? Au fait, c'est quoi déjà une racine carrée? Eh bien, la racine carrée de 4, c'est 2, parce que 2 au carré, ça donne 4. La racine carrée de 9, c'est 3, parce que 3 au carré, ça donne 9. Ainsi, la racine carrée d'un nombre est le nombre qui, élevé au carré, donne ce nombre. On trouve par exemple ce phénomène dans le théorème de Pythagore. Ce théorème nous dit que le carré de l'hypoténuse, le plus grand côté d'un triangle rectangle, noté ici H, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ainsi, connaissant A et B, si l'on veut connaître H, on fait la racine carrée de A au carré plus B au carré. Revenons donc à notre série des inverses des racines carrées des entiers consécutifs. Cette série est-elle convergente ou divergente? Remarquons que 2 est plus grand que racine de 2, que 3 est plus grand que racine de 3, et qu'en fait, quel que soit un entier naturel, cet entier est plus grand que sa racine carrée. Si A et B sont deux entiers non nuls, et que A est plus grand que B, alors l'inverse de A est plus petit que l'inverse de B. Autrement dit, si A est plus grand que B, le fait de prendre l'inverse inverse justement le sens de l'inégalité. Puisque n est plus grand que racine de n, cela signifie que 1 sur n est plus petit que 1 sur racine de n. On a donc 1 sur 1 plus petit que 1 sur racine de 1, 1 sur 2 plus petit que 1 sur racine de 2, 1 sur 3 plus petit que 1 sur racine de 3, etc. Additionnons ligne à ligne toutes ces inégalités. Nous obtenons à gauche 1 plus 1,5 plus 1 tiers, et à droite, la série que nous sommes en train d'étudier. Mais la série qui est à gauche n'est autre que la série harmonique, dont nous savons qu'il s'agit d'une série divergente. Puisque la série de droite donne une somme qui est plus grande que la série de gauche, qui est déjà infinie, on peut donc affirmer que la série de droite est une série divergente. Ce résultat a été publié par Jacques Bernoulli en 1704. Mais Bernoulli ne s'est pas arrêté là. Il a également publié d'autres résultats sur les séries, comme nous allons le voir dans la partie suivante. Deuxième partie, l'article de 1692, carré sur puissance de 2. Dans son article de 1692, Bernoulli s'est intéressé à la somme 1 demi, plus 4 quarts, plus 9 huitièmes, plus 16 seizièmes, plus 25 32e, etc. Cette somme a-t-elle une valeur finie ou infinie? Autrement dit, la série est-elle convergente ou divergente? La série n'est autre que n carré sur 2 puissance n. Au numérateur, les carrés successifs des entiers, et au dénominateur, les puissances successives de 2. 2, 4, 8, 16, 32, etc. Dans ce même article, Bernoulli s'intéresse également à la somme 1 demi, plus 8 quarts, plus 27 huitièmes, plus 64 seizièmes, plus 125 32e, etc. Cette somme est-elle finie ou infinie? Autrement dit, la série est-elle convergente ou divergente? Il s'agit ici de la série n cube sur 2 puissance n, au numérateur, la suite des cubes des entiers, et au dénominateur, toujours pareil, les puissances de 2. Nous allons considérer un problème plus simple, mais le principe de la démonstration est le même que celui qu'a utilisé Bernoulli dans son article. Donc l'exemple que nous allons prendre, c'est sigma de n sur 2 puissance n. Les trois séries
ont le même dénominateur, 2 puissance n, mais au lieu d'avoir n carré au numérateur ou n cube, nous avons ici tout simplement n. Cela va nous faciliter les calculs. Donc prenons notre série. C'est 1 demi, plus 2 quarts, plus 3 huitièmes, plus 4 seizièmes, plus 5 32e. Notons S, la somme de cette série. S égale 1 demi, plus 2 quarts, plus 3 huitièmes, plus 4 seizièmes, plus 5 32e, etc. Multiplions par 2 à droite et à gauche. Nous obtenons 2S égale 2 facteur de 1 demi, plus 2 quarts, plus 3 huitièmes, etc. Utilisons notre 2 mis en facteur et développons. Nous obtenons à droite 2 demi, plus 4 quarts, plus 6 huitièmes, plus 8 seizièmes, plus 10 32e, etc. En simplifiant par 2, nous obtenons 1, plus 2 demi, plus 3 quarts, plus 4 huitièmes, plus 5 seizièmes, etc. Remarquons que cette somme peut s'écrire 1 plus 1 sur 2, plus 2 plus 1 sur 4, plus 3 plus 1 sur 8, etc. Écrivons chaque fraction entre parenthèses, mais en séparant les deux éléments. 1 plus 1 sur 2 devient 1 demi plus 1 demi, 2 plus 1 sur 4 devient 2 quarts plus 1 quart, etc. Nous obtenons finalement des termes en jaune et des termes en vert. Rangeons la série, la somme, dans un ordre différent. Nous allons grouper tous les jaunes ensemble et tous les verts ensemble. Nous obtenons 2S égale 1 plus 1 demi plus 2 quarts plus 3 huitièmes, donc 1 demi plus 2 quarts plus 3 huitièmes, la somme jaune, et 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, etc., la somme verte. Considérons la somme jaune. Eh bien, la somme jaune, c'est justement S. Donc tout ce qui est marqué en jaune, c'est S. Nous remplaçons. Ça nous fait 2S égale 1 plus S, plus la somme verte. Notons T, cette somme verte. T égale 1 demi, plus 1 quart, plus 1 huitième. Par conséquent, S égale 1 plus T. Il nous reste simplement à calculer la valeur de T, et nous saurons combien vaut S. T, c'est 1 demi, plus 1 quart, plus 1 huitième. Il s'agit de la série 1 sur 2 puissance n, c'est-à-dire sigma de 1 demi puissance n, qui n'est autre qu'une série géométrique de raison 1 demi. Or, nous savons que la somme d'une série géométrique dont la raison est comprise entre 0 et 1 vaut 1 sur 1 moins q. Ici, la raison de notre série vaut 1 demi, q égale 1 demi. Donc sigma de n égale 0 à plus l'infini de 1 demi puissance n, c'est 1 sur 1 moins 1 demi, c'est-à-dire finalement 2. Mais la somme t vaut 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième. C'est en fait sigma de 1 à plus l'infini des 1 demi puissance n, et non pas sigma de n égale 0 à plus l'infini. Remarquons que la somme du haut peut se réécrire 1 demi puissance 0, plus sigma de n égale 1 à plus l'infini de 1 demi puissance n. C'est-à-dire 1 plus sigma de n égale 1 à plus l'infini de 1 demi puissance n. Donc t vaut tout simplement 1. Puisque t vaut 1, et comme s vaut 1 plus t, s vaut 2. S est donc égal à 1 demi plus 2 quarts plus 3 huitièmes plus 4 seizièmes plus 5 32e, et finalement, tout cela donne 2. La série sigma de n sur 2 puissance n est donc une série convergente. Mais Bernoulli a fait également une découverte essentielle en mathématiques. Il a entrevu un nombre aussi fondamental que pi, un nombre qui, contrairement à son cousin pi, est resté longtemps caché aux yeux des mathématiciens. En effet, pi était connu dès l'Antiquité. Ce n'est pas le cas du nombre dont nous allons maintenant parler. Troisième partie, Bernoulli et la formule des intérêts composés. L'expansion économique de l'Europe au XVIe et au XVIIe siècle accroît les réflexions en matière de mathématiques financières. Le calcul des intérêts de prêt devient un sujet de préoccupation, et pas seulement chez les mathématiciens. Même si ce sujet est très ancien, comme en témoigne une tablette sumérienne sur laquelle on a retrouvé des traces de calcul des intérêts d'un prêt. Calculons d'abord l'évolution d'un capital avec des intérêts simples. Nous plaçons 100 € à 10% par an. Au bout d'un an, le montant de nos intérêts s'élève à 10 €. Notre nouveau capital est donc de 110 €. Au bout de 2 ans, le calcul des intérêts est calculé sur le capital initial, 100 €. Nous avons donc de nouveau, au bout d'un an, 10 € d'intérêt. Notre nouveau capital s'élève à 120 €. Au bout de 3 ans, 130 €. Au bout de 4 ans, 140 €. Il s'agit d'une suite arithmétique de raison 10. U0 égale 100 et UN plus 1 égale UN plus 10. Finalement, l'évolution d'un capital avec des intérêts simples est décrite par une suite arithmétique, UN égale U0 plus NR, et ici, UN égale 100 plus 10 multiplié par N. Passons maintenant à l'évolution d'un capital avec des intérêts composés. Nous plaçons toujours 100 € avec un taux annuel de 10%, mais cette fois-ci avec des intérêts composés. Au bout d'un an, pas de changement, le calcul des intérêts se fait sur le capital initial qui est de 100 €. Les intérêts sont donc de 10 €, nous avons un capital total de 110 €. Là où la différence a lieu, c'est que pour la deuxième année, nous calculons les intérêts sur le nouveau capital de 110 €. Les intérêts sont donc de 11 €
et le total est de 121 €. Il faut ensuite calculer les intérêts sur un nouveau capital de 121 €, 12,1 €, 133,1 de capital total, puis de nouveau capital 133,1 €, intérêt de 13,31 €. Au bout de 4 ans, notre capital s'élève à 146,41 €. Il s'agit d'une suite géométrique de raison 1,1. U0 égale 100 et UN plus 1 égale UN multiplié par 1,1. L'évolution d'un capital avec des intérêts composés est donc décrite par une suite géométrique, UN égale U0 multiplié par Q puissance n, et dans notre cas particulier, UN égale 100 multiplié par 1,1 puissance n. Notons petit t le taux d'intérêt et grand C le capital, Cn égale C0 multiplié par 1 plus t sur 100 puissance n. Et si l'on touchait les intérêts tous les semestres? Voici la nouvelle formule. Cette fois-ci, nous calculons les intérêts au bout de 6 mois. Attention, le taux est maintenant de 5%, c'est-à-dire la moitié de 10. Au bout de 6 mois, nous avons 5 € d'intérêt correspondant à 5% d'un capital de 100 €. Notre capital au bout d'un semestre s'élève à 105 €. Puis pour le second semestre, nous calculons les intérêts à 5% sur ce nouveau capital de 105 €. Nous avons cette fois-ci 5,25 € d'intérêt, soit un total de 110,25 €. Finalement, je préférais tous les trimestres. Alors à ce moment-là, pour les trimestres, il faut calculer avec un taux de 2,5%, c'est-à-dire 10 divisé par 4. Au bout du premier trimestre, les intérêts valent 2,5 €, 2,5625 au bout du deuxième trimestre, etc., etc. Finalement, au bout d'un an, avec des intérêts calculés par trimestre, notre capital s'élève à 110,38 €. J'aimerais bien une formule générale pour me décider. Alors pour 2 semestres, la formule c'était C égale C0 multiplié par 1 plus T sur 100 fois 2 au carré. Pour 4 trimestres, nous avions C égale C0 fois 1 plus T sur 100 fois 4 puissance 4. Et plus généralement, C égale C0 fois 1 plus T sur 100 n puissance n. En changeant un peu les notations, nous notons grand C le capital initial, T le taux d'intérêt, n le nombre de subdivisions. Ce qui nous donne comme formule Cn égale C fois 1 plus T sur 100 n puissance n. Oui, mais ça, c'est l'expression explicite d'une suite. Alors, nous allons nous placer dans un cas un petit peu plus simple. C égale 1, T égale 100% et n, toujours le nombre de subdivisions. Nous obtenons Cn égale 1 plus 100 sur 100n puissance n. Après simplification, Cn égale 1 plus 1 sur n puissance n. Étudions la suite, Cn égale 1 plus 1 sur n puissance n pour n supérieur ou égal à 1. À l'aide d'un tableur? Eh bien, allons-y. Pour 1, nous obtenons 2, pour 2, nous obtenons 2,25, pour 10, 2,593742, pour 1000, 2,716924, etc., etc. La suite semble se diriger vers une valeur qui est à peu près égale à 2,718. Sachant que Bernoulli, lui, n'avait pas de tableur. Peut-être qu'il n'en avait pas besoin, d'ailleurs, de toute façon, il n'en avait pas. Mais ça fait quelle valeur au final lorsque n devient de plus en plus grand? Autrement dit, est-ce que notre suite est une suite convergente? Le tableur suggère que cette suite est convergente. Oui, le tableur suggère, mais encore faut-il le démontrer rigoureusement. Nous voulons calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n puissance n. Remarquons que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est 0, puisque lorsque n devient de plus en plus grand, 1 sur n devient de plus en plus petit. On peut donc écrire que limite lorsque n tend vers plus l'infini du terme vert, 1 plus 1 sur n, est égal à 1. Et finalement, que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n puissance n, ça vaudrait 1 puissance l'infini. Oui, mais 1 puissance l'infini, ça vaut combien? Ça vaut 1. 1 puissance l'infini. Attention, c'est une forme indéterminée. Une forme indéterminée, c'est par exemple 0 sur 0, l'infini sur l'infini, 0 puissance 0, l'infini puissance 0, etc. 1 puissance l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour procéder au calcul, il faut lever l'indétermination. Ah oui, mais on fait comment alors? Eh bien, remarquons que 1 plus 1 sur n puissance n est de la forme a plus b puissance n. Ce serait donc pratique d'avoir une formule qui nous dit combien vaut a plus b puissance n. Or, cette formule existe. C'est la formule du binôme. Ça sert à quoi? Eh bien, la formule du binôme nous donne les différentes expressions de a plus b. a plus b puissance 1 égale a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré, etc. D'une manière générale, la formule du binôme nous donne une expression en fonction de n de a plus b puissance n. Voici cette formule. A plus b puissance n égale somme de k égale 0 à n des nk, a puissance k, b puissance n moins k. C'est pas plutôt la formule du binôme de Newton?
Alors en fait, il n'est pas tout à fait correct de l'appeler formule du binôme de Newton, car la formule était connue avant Newton. Newton l'a en fait généralisée à des exposants négatifs et rationnels. C'est quoi nk? Nk, c'est ce qu'on appelle le coefficient binomial. Il vaut factoriel n sur factoriel k, n-k. Où factoriel n désigne le produit n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1. C'est-à-dire que la factorielle de 1 vaut 1, la factorielle de 2 vaut 2 fois 1, c'est-à-dire 2, la factorielle de 3 vaut 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6, et par convention, la factorielle de 0 vaut 1. En nous servant de la formule du binôme de Newton, nous pouvons écrire notre formule 1 plus 1 sur n puissance n, qui vaut donc sigma de k égale 0 à n des nk, 1 puissance n puissance k, 1 puissance n-k. Remarquons que le terme 1 puissance n-k vaut toujours 1. Nous pouvons donc enlever ce terme. Par conséquent, 1 plus 1 sur n puissance n égale somme de k égale 0 à n des nk, 1 sur n puissance k. Intéressons-nous à ce terme, nk, 1 sur n puissance k. Notons-le ak. ak égale coefficient binomial nk, 1 sur n puissance k. Ce terme vaut factoriel n sur factoriel k n-k, suivant la définition du coefficient binomial. Pour k égale 0, nous obtenons factoriel n sur factoriel 0 factoriel n-0, 1 sur n puissance 0, c'est-à-dire factoriel n sur factoriel 0 factoriel n fois 1, soit encore 1 sur factoriel 0. Pour k égale 1, nous obtenons a1 égale factoriel n sur factoriel 1 factoriel n-1, 1 sur n puissance 1, c'est-à-dire n-1 factoriel sur 1 factoriel n-1 factoriel multiplié par 1 sur n. Après simplification, nous obtenons 1 sur factoriel 1. Pour k égale 2, nous obtenons A2 égale factoriel n sur factoriel 2 factoriel n-2, 1 sur n au carré. Après simplification, nous obtenons 1 sur factoriel 2, facteur de 1 moins 1 sur n. Procédons de même avec le terme pour k égale 3. A3 égale factoriel n sur factoriel 3 factoriel n-3, 1 sur n au cube, qui après simplification nous donne 1 sur factoriel 3, facteur de 1 moins 1 sur n, facteur de 1 moins 2 sur n. Finalement, à n égale factoriel n sur factoriel n factoriel n-n, multiplié par 1 sur n puissance n, qui après simplification nous donne 1 sur factoriel n, facteur de 1 moins 1 sur n, facteur de 1 moins 2 sur n, etc. jusqu'à 1 moins n moins 1 sur n. En résumé, A0 égale 1 sur factoriel 0, A1 égale 1 sur factoriel 1, A2 égale 1 sur factoriel 2, facteur de 1 moins 1 sur n, etc., etc. Remarquons que tous ces termes comportent à gauche un terme vert qui est de la forme 1 sur factoriel k. Remarquons que les termes jaunes sont de la forme 1 moins quelque chose sur n, et ce quelque chose est plus petit que n. Ça veut dire que ak peut s'écrire sous la forme 1 sur factoriel k bk, avec bk le terme jaune. Revenons à notre problème initial. Nous voulons calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n puissance n. Nous savons que cette limite vaut limite lorsque n tend vers plus l'infini de somme de k égale 0 à n des nk, 1 sur n puissance k. Or, nous venons de donner une nouvelle forme à ce terme bleu, coefficient binomial nk, 1 sur n puissance k. Par conséquent, nous pouvons écrire que notre limite vaut 1 sur factoriel 0, plus 1 sur factoriel 1, plus limite lorsque n tend vers plus l'infini de sigma de k égale 2 à n, des 1 sur factoriel k, 1 moins 1 sur n, etc. jusqu'à 1 moins k moins 1 sur n. Faisons un zoom sur les termes roses. Ces termes, lorsque n tend vers plus l'infini, tendent tous vers 1. Ceci nous permet d'écrire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n puissance n est égale à 1 sur factoriel 0, plus 1 sur factoriel 1, plus 1 sur factoriel 2, etc., etc. Notre limite d'une suite devient maintenant un calcul de somme infinie. Nous devons donc étudier la convergence de la série sigma de 1 sur factoriel n. Et si on commençait dans un tableur? Allons-y. À gauche, nous avons mis l'ancienne valeur, les valeurs calculées terme à terme pour la suite, et à droite, les termes calculés grâce à la nouvelle série que nous voulons d'obtenir. Nous constatons que notre série converge beaucoup plus rapidement que l'expression qui était donnée sous la forme d'une suite. Étudions maintenant la série sigma de 1 sur factoriel n. Posons Sn égale 1 sur factoriel 0, plus 1 sur factoriel 1, plus etc. jusqu'à 1 sur factoriel n, c'est-à-dire sigma de k égale 0 à n,
des 1 sur factoriel k. Commençons par montrer que cette suite est croissante. Pour cela, nous écrivons que quel que soit n un entier naturel, Sn plus 1 moins Sn est égal à 1 sur factoriel de n plus 1, qui est un terme toujours positif. La suite Sn est donc croissante. Deuxièmement, remarquons que quel que soit n supérieur ou égal à 3, factoriel n s'écrit 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Et ce terme est supérieur à 1 fois 2 fois 2 fois 2. Nous allons montrer que Sn est majoré par 3. La partie bleue comporte n-1 termes. On peut donc dire que factoriel n pour n supérieur ou égal à 3 est strictement plus grand que 2 puissance n-1. Donc 1 sur factoriel n est plus petit que 1 sur 2 puissance n-1. Et donc quel que soit n supérieur ou égal à 3, Sn est plus petite que 1 plus 1 plus 1,5 plus somme de k égale 3 à n de 1 sur 2 puissance k-1. Nous réécrivons la partie jaune comme étant 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus sigma de k égale 3n des 1 sur 2 puissance k-1. Et nous voyons donc que Sn est majoré par 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus sigma de k égale 3n des 1 sur 2 puissance k-1. La partie verte, nous allons la réécrire sous la forme 1 sur 2 puissance 0 plus 1 sur 2 puissance 1 plus sigma de k égale 3n de 1 sur 2 puissance k-1. En faisant un changement d'indice dans le sigma, nous écrivons sigma de k égale 2 à n-1 de 1 sur 2 puissance k. Absorbant les termes verts situés à gauche, nous réécrivons tout cela sur un seul sigma, sigma de k égale 0 à n-1 de 1 sur 2 puissance k. Et ça, sigma de k égale 0 à n-1 de 1 demi puissance k, c'est une somme géométrique. Par conséquent, la partie verte est égale à 1 moins 1 demi puissance n sur 1 moins 1,5. Sn est donc majoré par 1 plus 2 facteur de 1 moins 1 demi puissance n. Le terme jaune est plus petit que 1. On peut donc affirmer, car les premiers termes sont 1, 2 et 5 demi, que quel que soit n supérieur ou égal à 1, Sn est strictement plus petit que 3. Nous avons démontré premièrement que la suite Sn est une suite croissante et que deuxièmement la suite Sn est majorée, en l'occurrence par 3. Or, d'après le théorème de la limite monotone, toute suite croissante et majorée est convergente, donc Sn est une suite convergente. Puisqu'elle est convergente, elle admet une limite finie. Notons S cette limite. Comme S1 égale 2, et que Sn est une suite croissante, et que Sn est majoré par 3, nous pouvons écrire que pour tout entier plus grand que 2, 2 plus petit que Sn plus petit que 3. Et donc que notre somme totale, S, est comprise entre 2 et 3, strictement comprise entre 2 et 3. Par conséquent, S ne peut être un entier. C'est un nombre plus grand strictement que 2 et plus petit strictement que 3. Nous avons démontré la convergence de la série sigma de 1 sur factoriel n. Et nous pouvons maintenant noter S égale somme de n égale 0 à plus l'infini de 1 sur factoriel n, et nous savons que S est compris entre 2 et 3. On peut démontrer, nous n'allons pas le faire ici, que la suite Tn égale 1 plus 1 sur n puissance n a la même limite. S n'est pas un entier, mais qu'est-ce que c'est alors ? Montrons que S n'est pas un rationnel non plus, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'écrire sous la forme d'un quotient de deux nombres entiers. Pour cela, nous allons raisonner par l'absurde en posant que S égale P sur Q avec P un entier et Q un entier non nul. Or, nous savons que S est égal à 1 sur factoriel 0, plus 1 sur factoriel 1, plus etc., plus 1 sur factoriel n, plus etc. Multiplions à droite et à gauche par factoriel Q. Nous obtenons S fois factoriel Q égale P fois Q factoriel sur Q est également égal à factoriel Q sur factoriel 0 plus factoriel Q sur factoriel 1 plus etc. plus factoriel Q sur factoriel n plus etc. Le terme bleu peut être écrit sous la forme P facteur de Q moins 1 factoriel et le terme jaune peut être réécrit sous la forme factoriel Q plus factoriel Q sur 2 factoriel plus etc. plus Q factoriel sur factoriel n plus etc. Toujours une somme infinie. Et remarquons que factoriel n peut s'écrire factoriel q multiplié par 1 plus q multiplié par 2 plus q jusqu'à n. On peut donc dire que la partie jaune peut être écrite sous la forme 2 fois factoriel q plus le produit de 3 à 4 jusqu'à q plus le produit de 4 à 5 jusqu'à q plus q plus 1 plus 1 sur q plus 1 plus 1 sur q plus 1 q plus 2 etc. La partie jaune est obligatoirement un nombre entier, puisque c'est la somme et le produit de nombres entiers. Quant à la partie rose, eh bien, ce ne sont pas des entiers.
puisque les termes q plus 1, q plus 2, etc. sont plus grands que 1. Ça ne veut pas dire que la somme de ces nombres, la somme rose donc, n'est pas un nombre entier. Nous allons donc démontrer maintenant que cette somme n'est pas un nombre entier. Lorsque q est supérieur ou égal à 2, la partie rose, que nous avons ici écrite à gauche, s'écrit 1 sur q plus 1, plus 1 sur q plus 1 facteur de q plus 2, etc. Ce terme est donc plus petit à 1 tiers, plus 1 sur 3 fois 4, plus etc. Et c'est donc inférieur strictement à 1 tiers sur 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 3 au cube, etc. Sigma de n égale 0 à plus l'infini de 1 tiers puissance n, c'est une série géométrique, qui vaut donc 3,5. C'est-à-dire 1 plus sigma de n égale 1 à plus l'infini des 1 tiers puissance n, la partie jaune. La partie jaune est donc égale à 1 demi. Revenons à notre formule initiale. Le terme bleu, à gauche de l'égalité, est un entier. Le terme jaune, nous l'avons vu, est un entier. Et l'ensemble des termes roses est une somme de nombres dont aucun n'est un entier et dont le total n'est pas un entier non plus. Au final, il y a donc une contradiction, puisque nous avons à gauche de l'égalité un nombre qui est un entier, et à droite de l'égalité un nombre qui n'est pas un entier. Nous avions supposé que S était égal à P sur Q, et nous arrivons à une contradiction. Par conséquent, S n'est pas un nombre rationnel, c'est un nombre irrationnel. En résumé, S égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n puissance n égale sigma de n égale 0 à plus l'infini de 1 sur factoriel n est un nombre compris strictement entre 2 et 3. C'est un irrationnel et il vaut approximativement 2,718. Bien sûr, ce nombre mystérieux, la plupart d'entre vous l'avez reconnu, c'est le fameux nombre E. Mais E à l'époque de Bernoulli ne s'appelait pas encore E. D'ailleurs, il n'avait pas de nom. Et Bernoulli n'a sans doute pas mesuré la découverte qu'il avait faite. Mais malgré tout, c'est Jacques Bernoulli qui a découvert en 1685 ce nombre E, qui vaut donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n puissance n, ou encore somme de n égale 0 à plus l'infini de 1 sur factoriel n. Pourtant, ce nombre ne porte pas le nom de Bernoulli, il s'appelle le nombre de Neper. Neper, l'un des créateurs des logarithmes. Neper ou aussi Napier. Mais c'est Léonard de Laire qui a donné au nombre de Neper l'appellation petit e en 1727. Gottfried Leibniz avait déjà lui aussi remarqué la particularité de ce nombre. Il l'avait appelé petit b. Terminons maintenant par des nombres qui, eux, portent bien le nom de Bernoulli. Quatrième partie, les nombres de Bernoulli. Jacques Bernoulli aurait très bien pu ne jamais voir le jour si ses ancêtres protestants n'avaient pas eu l'intelligence de fuir les massacres qui ont lieu aux Pays-Bas au XVIe siècle. En 1560, les Bernoulli quittent les Pays-Bas et s'installent en Suisse, à Bâle. Heureusement, car en 1567, le duc d'Albe est choisi par le roi d'Espagne, alors souverain des Pays-Bas Philippe II, de rétablir l'ordre de la religion catholique. Plus de 8000 protestants furent alors exécutés. Dans cette partie, nous n'allons pas parler de sommes infinies, mais de sommes finies. En prépa, en licence, il faut connaître par cœur les formules de somme des puissances des entiers successifs. Par exemple, la somme des entiers successifs de 1 à n vaut n plus 1 sur 2. La somme des carrés des entiers successifs vaut n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Et la somme des cubes des entiers successifs de 1 à n vaut n carré, facteur de n plus 1 au carré, le tout sur 4. Est-ce que ces formules étaient connues depuis longtemps? Oui, on les connaissait déjà à l'Antiquité. Mais à l'époque, on ne disposait pas de la notation mathématique actuelle. Les formules étaient écrites verbalement. Les nombres triangulaires étaient par exemple étudiés par Pythagore. 1 plus 2 plus 3 plus 4 forment un triangle. Définition, pour tout entier n strictement positif, le nème nombre triangulaire est la somme des entiers consécutifs de 1 à n. Pour calculer cette somme, il suffit de superposer les deux mêmes triangles. Ainsi, dans notre exemple, nous obtenons un rectangle de côté 5 et de côté 4. 4 fois 5 égale 20, la somme vaut donc 20 divisé par 2, c'est-à-dire 10. Les nombres triangulaires forment une suite de premiers termes t1 égale 1 et définis de manière récurrente par tn plus 1 égale tn plus n plus 1. Ces nombres sont 1, 3, 6, 10, 15, 21, etc. Archimède connaissait la formule de Pythagore. Somme des entiers de 1 à n égale n plus 1 sur 2.
Dans ces textes, on trouve la formule suivante. n plus 1 facteur de n carré, plus 1 plus 2 plus etc. jusqu'à n égale 3 facteurs de 1 au carré, plus 2 au carré jusqu'à n au carré. Regardons cette formule. La partie jaune correspond à la somme des entiers successifs. En remplaçant cette somme par sa valeur n plus 1 sur 2, nous obtenons la formule suivante. Dans cette formule, à gauche, nous mettons n plus 1 en facteur, la partie verte. Nous obtenons n plus 1 facteur de 2n carré plus n sur 2 égale 3 facteur de la somme des carrés des entiers successifs. Puis nous mettons n en facteur, nous permutons les deux termes et nous obtenons que la somme des carrés des entiers consécutifs vaut nn plus 1 2n plus 1 sur 6. La formule des cubes était connue de Aryabhata, un mathématicien indien né en 1576. Ce mathématicien écrivait 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n au carré, égale à la somme des cubes des entiers successifs. Considérons cette formule. En remplaçant à gauche la partie jaune par son expression que nous avons vue précédemment, nous obtenons n plus 1 sur 2, le tout au carré, égale à la somme des cubes. Nous permutons les deux côtés et nous obtenons que la somme des cubes, c'est n carré, facteur de n plus 1 au carré, le tout sur 4. Par la suite, d'autres mathématiciens continuèrent les travaux sur la somme des puissances des entiers consécutifs. Ainsi, le mathématicien perse Al-Karaji, également le mathématicien arabo-musulman Al-Hazem. Al-Hazem démontre que la somme des puissances 4 des entiers consécutifs vaut n sur 5 plus 1 cinquième facteur de n plus 1 demi, facteur de n plus 1 n moins 1 tiers. C'est au tour de Pierre de Fermat et de Blaise Pascal de s'intéresser à la somme des puissances des entiers consécutifs. Voyons comment s'y prend Pascal. Pascal utilise la formule du binôme. Rappelez-vous, cette formule, c'est a plus b puissance n égale somme de k égale 0 à n, des nk, où nk désigne le coefficient binomial, c'est-à-dire factoriel n sur factoriel k factoriel moins k, multiplié par a puissance k, multiplié par b puissance n moins k. En appliquant cette formule à x plus 1 au carré, nous obtenons la traditionnelle formule x au carré plus 2x plus 1. L'astuce consiste à faire passer le x carré de l'autre côté, ce qui nous donne à gauche x plus 1 au carré moins x carré égale 2x plus 1. En exploitant cette formule, donc x plus 1 au carré moins x carré égale 2x plus 1, nous remplaçons tout d'abord x par 1, nous obtenons 2 au carré moins 1 au carré égale 2 fois 1 plus 1, ça c'est pour x égale 1. Puis, pour x égale 2, nous obtenons 3 au carré moins 2 au carré égale 2 fois 2 plus 1. Nous répétons ce processus jusqu'à x égale n, la dernière ligne vaut donc n plus 1 au carré moins n carré égale 2 fois n plus 1, donc pour x égale n. Nous sommons toutes ces lignes et nous obtenons n plus 1 au carré moins 1 à gauche par élimination de tous les termes verts. À droite, nous obtenons 2 sigma de k égale 1 à n de k, plus sigma de k égale 1 à n des 1, ce qui nous fait 2 facteurs de sigma de k égale 1 à n des k, plus n, puisqu'il y a n fois le terme 1. n plus 1 au carré moins 1 égale 2 somme des k plus n. Ça nous permet d'écrire que n carré moins, entre parenthèses, n plus 1 égale 2 somme des k en faisant passer le petit n jaune à gauche. Et ça nous permet d'écrire que la somme des entiers consécutifs, c'est n plus 1 au carré moins, entre parenthèses, n plus 1 sur 2, c'est-à-dire après simplification, n facteur de n plus 1 sur 2. Nous retrouvons notre traditionnelle formule de la somme des entiers consécutifs. Ainsi, en reproduisant le même schéma pour les puissances supérieures, Blaise Pascal a trouvé un algorithme pour calculer sigma de k égale 1 à n des k puissance p. C'est un processus récurrent, puisque pour calculer les sommes à la puissance p, il faut disposer de la somme à la puissance p-1. Un mathématicien allemand va faire une avancée importante. Ce mathématicien, c'est Johannes Faulhaber. Il est né en 1580 et décédé en 1635. Il fut professeur de mathématiques dans la ville d'Ulm. C'est l'un des promoteurs des tout jeunes logarithmes, introduits par Neper, dont nous parlerons dans le prochain épisode. C'est lui le précurseur de la formule des puissances des entiers, un siècle avant Bernoulli. Faulhaber va présenter ses résultats sous forme de polynômes, c'est-à-dire qu'il va poser grand N égale n carré plus n sur 2. Ainsi, la somme des entiers consécutifs vaut grand N. La somme des cubes des entiers consécutifs vaut n au carré. La somme des puissances 5 des entiers consécutifs vaut 4 tiers de n cube moins 1 tiers de n carré.
etc. Et Faulhaber va jusqu'à calculer les puissances 17. Rappelez-vous, à l'époque, il n'y a absolument aucun instrument de calcul, pas de calculatrice, pas d'ordinateur, pas d'Internet. Il a donc passé des mois, voire des années, à faire tous ces calculs. Faulhaber conjecture que ce type de motif est vrai pour toute puissance. Faulhaber ne va pas réussir à développer complètement son idée, mais il va ouvrir la voie à Bernoulli, qui va lui faire un pas décisif dans l'expression de la somme des puissances des entiers consécutifs. Notons SNP égale sigma de k égale 1 à n-1 des k puissance p. Bernoulli a lui aussi une vision polynomiale. Il observe que Sn0 égale n, Sn1 égale 1,5 de n carré moins 1,5, Sn2 égale 1 tiers de n cube moins 1 demi de n carré plus 1 sixième de n, etc. Bernoulli remarque que le développement de SNP est un polynôme dont le terme de plus haut degré, 1 degré, égale à p plus 1. Bernoulli remarque également que le coefficient du terme de plus haut degré est égal à 1 sur p plus 1. Il remarque également que le second terme de chaque développement polynomial a toujours le même coefficient. Aussi, il se dit que l'on peut peut-être écrire quelque chose de la forme 1 sur p plus 1, facteur de n puissance p plus 1, moins 1,5 de n puissance p, plus quelque chose. Oui, mais que vaut ce quelque chose après? Cette fois-ci, c'est un petit peu plus dur, car si on regarde le troisième coefficient, nous obtenons 1 sixième, 1 quart, 1 tiers, 5 douzièmes. C'est un petit peu bizarre. Le motif est moins clair à développer. Une autre remarque s'impose, dans le développement de Sn4, nous n'avons pas de terme en n carré. De même, dans le développement de Sn5, il n'y a pas de terme en n cube. Ce n'est donc pas si simple de trouver une formule générale. Pas si simple de trouver une formule générale, ce qui explique que de nombreux mathématiciens ont échoué avant Bernoulli. Blaise Pascal avait utilisé le binôme. Eh bien, Bernoulli va également utiliser les coefficients binomiaux. À force de calculs, d'observations, de conjectures, Bernoulli a dû se rendre compte que le développement pouvait être de la forme 1 sur p plus 1, sigma de k égale 0 à p, du coefficient binomial p plus 1k, fois quelque chose, fois n puissance p plus 1 moins k. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? Eh bien, ce quelque chose portera par la suite le nom de nombre de Bernoulli. Nous n'allons pas décrire ici comment Bernoulli a obtenu ces coefficients, mais nous allons le faire artificiellement en partant d'exemples très simples. Regardons la somme n0. Nous essayons de déterminer les coefficients bk en utilisant la formule que nous avons vue précédemment. Donc Sn0 s'écrit 1 sur 0 plus 1, facteur de sigma de k égale 0 à 0, du coefficient binomial 0 plus 1k, fois bk, fois n puissance 0 plus 1, moins k. Au final, nous obtenons Sn0 égale b0 fois n, et comme nous savons que Sn0 vaut justement n, nous en déduisons la valeur de b0, qui est donc égale à 1. Oui, mais est-ce que ça va marcher pour le rang suivant? Eh bien, on essaye. On écrit Sn1 égale 1 sur 1 plus 1, facteur de sigma de k égale 0 à 1 de 1 plus 1k, fois bk, fois n puissance 1 plus 1 moins k. Tout calcul fait, nous obtenons Sn2 égale 1,5 facteur de 1 fois b0 fois n carré, plus 2 fois b1 fois n. Par identification, nous obtenons b0 égale 1, donc tout va bien, c'est le même que tout à l'heure, et b1 égale moins 1,5. Nous faisons de même pour Sn2. Et là encore, tout va bien. B0 vaut toujours 1, B1 vaut moins 1,5, et B2 vaut 1 sixième. Les nombres que nous obtenons sont les nombres de Bernoulli. Ils jouent un rôle très important en mathématiques, mais Bernoulli ne s'est pas rendu compte de l'importance de sa découverte. Un petit peu comme avec le nombre E. Rappelez-vous, il a découvert le nombre E sans lui donner une importance considérable, et à l'époque, ce nombre n'avait pas de nom. C'est donc un petit peu la même chose avec les nombres de Bernoulli. À l'époque, ils n'ont pas de nom, Bernoulli tombe sur une pépite, mais ne se rend pas compte de l'importance de sa découverte. Il avait donc raison, et on obtient aujourd'hui une formule qui utilise les nombres de Bernoulli, mais qui s'appelle la formule de Faulhaber. Et oui, il faut bien un petit peu rendre hommage à tout le monde. La formule obtenue par Bernoulli a été publiée à titre posthume. C'est Abraham de Moivre qui baptisa les coefficients bk du nom de nombre de Bernoulli, d'où l'utilisation de la lettre majuscule grand B. Bernoulli peut lui dire merci, à titre posthume bien sûr. Cela dit, il serait injuste de considérer que Bernoulli, qui a donné son nom au nombre de Bernoulli, est le seul découvreur de ces nombres. En effet, un mathématicien japonais, Seki Kowa, né en 1642, a également découvert ces nombres, et on peut en trouver la preuve dans un écrit de 1712. Nous retrouvons les nombres de Bernoulli dans d'autres épisodes, puisqu'ils jouent un rôle très important en mathématiques, mais n'anticipons pas trop. Bernoulli, au moins au travers de ces nombres, reviendra
dans de futurs épisodes sur les séries mathématiques. En attendant, nous allons remonter le temps. Dans l'épisode 4, nous allons remonter aux origines des logarithmes, un concept mathématique absolument indispensable. Voici maintenant quelques éléments bibliographiques qui ont servi à préparer cet épisode. C'est une liste non exhaustive. Un ouvrage pour les classes de maths P, MPMP étoile, publié chez Deboc, l'ouvrage d'analyse. Dans la collection Les génies mathématiques, publiée par l'Obs et le journal Le Monde, Bernoulli, ainsi que le volume consacré à Newton. Ouvrage en anglais, E. The Story of a Number, d'Eli Maher. To Infinity and Beyond, toujours du même auteur, Eli Maher. From Zero to Infinity, un autre ouvrage que j'ai utilisé pour préparer cet épisode. What is Mathematics, un ouvrage collectif, préfacé par Ian Stewart. Et également, un ouvrage collectif, Mathematical Masterpieces. La réalisation d'un épisode comme celui que vous venez de voir nécessite beaucoup de recherche, de temps et de création. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee, profil Math+1. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite cloche afin de recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne, et également nous retrouver sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter. Merci et à bientôt pour l'épisode numéro 4.